En mars 2009, un client traverse la France pour me déposer un objet de marbre d'époque médiévale. Je prépare une vente pour le mois de mai, pour le 31 mai, et c'est une aubaine de voir arriver cet objet. Je me rappelle précisément de ce moment. Il est 18 h. Il arrive, la pièce sous le bras, enveloppée d'un drap blanc. Il le dépose sur une table qu'on a dressée pour la circonstance. Et l'émotion est extrême au simple toucher. L'objet présente un poli d'une remarquable douceur. L'objet présente des traces de mutilation et des traces de fixation en fer ou en plomb. L'objet, à première vue du style, s'apparente à une pièce du XIVe siècle. Le détail des vêtements et surtout le traitement de l'architecture m'orientent sur cette datation. Les dépouilles des grands, de l'aristocratie ou des rois sont souvent décomposées en 3 parties. Pour des tombeaux de corps, pour les entrailles et aussi les cœurs, chacun ayant ses particularités. Mais essayer de trouver un élément de tombeau parmi tous ces foisonnements d'œuvres de cette époque est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est à Bourges que je vais poser mes premiers jalons. Là existe un tombeau, le tombeau qui a été dessiné pour le duc de Berry. Je dresse ensuite la route, je vais m'orienter ensuite vers Dijon pour voir le tombeau, pour regarder le tombeau qui était destiné pour la chartreuse de Champnol et qui était destiné à Philippe le Hardi. Les 2 tombeaux présentent un certain nombre de similitudes dans le traitement des pleurants, mais aussi dans l'architecture. Mais mon élément que j'ai ne correspond en rien à cette stylistique. À Paris, je vais dans la cour Richelieu, là où sont exposés tous les vestiges médiévaux en matière d'architecture. Et c'est le tombeau, un fragment du tombeau du roi Charles VI, qui va retenir toute mon attention. Je retrouve dans cette sculpture, qui date des années 1420, la même organisation, le même ecclésiastique, le même pilastre. Mais les dimensions sont différentes, la qualité du marbre, légèrement là aussi différente. En sortant de cette pièce où sont exposés ces éléments dans les vitrines, je m'arrête impressionné par 4 éléments qui sont disposés sur une plaque de marbre noir. Il s'agit de 4 éléments de Jean de Liège. Et là, c'est une révélation. Les mêmes dimensions, les mêmes couleurs, je retrouve absolument une constante dans ma pièce. Mais c'est dans la documentation d'un ouvrage qui s'appelle « Les fastes gothiques sous Charles V » que je vais trouver la solution. Je retrouve les éléments visés le jour même au Louvre, mais surtout une aquarelle d'un artiste et collectionneur médiéviste qui s'appelle Guénière. Guénière, dans un ouvrage, a décrit précisément le tombeau, et en agrandissant l'image, je retrouve la pièce manquante, je retrouve mon élément. Je suis à ce moment-là convaincu d'avoir trouvé un morceau de tombeau royal. Les derniers moments du roi et de la mort en 1380 vont être largement relayés par les chroniqueurs de l'époque, anonymes ou plus célèbres, comme Christine de Pisan. L'exécuteur testamentaire, Bureau de la Rivière, va surveiller que les volontés du roi soient faites. Le corps va être réparti entre 3 endroits, la cathédrale de Rouen pour le chœur, un tombeau de chœur, Maubuisson, l'abbaye cistercienne de Maubuisson pour qu'on dépose les entrailles, et enfin à Saint-Denis, où le roi va retrouver le corps de la reine. Le 13e jour de septembre 1380, au château de Beauté, dans le bois de Vincennes, le roi est au plus mal, frappé par une crise cardiaque. Le roi tint sa dernière audience. Il fit une déclaration sur le schisme et dit avoir cru en la bonne foi au pape Clément VII. Il demanda à toucher la couronne royale ramenée de Saint-Denis et il abolit les fouages. Puis, il embrassa la croix, bénit son fils, le futur Charles VI, resté à Melun. Aux 12 coups de l'horloge, dans un long soupir, épuisé, Charles rendit son âme à Dieu,
dans les bras de la rivière. Le roi est mort. Vive le roi. Charles V trépassé, son corps est vidé de ses entrailles, rempli d'épices et d'herbes sentant bon, mis en coffre et plombé. Après les messes des trépassés, on se dirigea vers Notre-Dame. Les évêques, les prélats, le recteur, les docteurs, le premier chambellan, les membres du Parlement. Puis le corps fut porté à Saint-Denis où l'on chanta les fêtes du Requiem. Priez pour l'âme de Charles V, roi de France. Les 3 tombeaux du roi vont être frappés d'une malédiction. Le premier de la série est celui de la cathédrale de Rouen. Il est d'abord vandalisé pendant la guerre des protestants catholiques, puis définitivement détruit au XVIIIe siècle. Pour celui qui nous concerne, le tombeau de Saint-Denis, le tombeau du roi et de la reine, il faut attendre octobre 93. Je rappelle les événements. Au mois de juillet 1793, Barère monte à la tribune de l'Assemblée et déclame son fameux discours. Citoyens, pour célébrer la journée du 10 août qui a aboli le trône, il faut dans son anniversaire détruire les mausolées fastueux qui sont à Saint-Denis. La main puissante de la République doit effacer impitoyablement ces épitaphes superbes et démolir ces mausolées qui rappelleraient des rois l'effrayant souvenir. Va suivre une horreur absolument indescriptible où on va détruire jour après jour plus de 51 tombeaux. Au mois d'octobre, c'est la dépouille de Charles V et de Jeanne de Bourbon qui sont vandalisées. On jette les dépouilles dans la fosse commune. Le chemin s'annonçait difficile pour arriver jusqu'à la vente. L'actualité était brûlante, avec sur la scène un problème lié à un élément qui venait de la cathédrale de Chartres, un problème d'éléments de jubé revendiqué par l'État. L'État arguait un décret de 1789 par lequel ces biens qui venaient de la cathédrale étaient passés du clergé à l'État. Il était devenu bien national. Je m'attendais à exactement les mêmes questions, à la même problématique. Avant la vente, dans les 10 jours qui vont précéder, je vais être convoqué à 2 reprises par le Louvre. La première fois, nous sommes toujours dans l'attente de l'autorisation de sortie de territoire. La première fois, je suis reçu par 4 conservateurs. L'atmosphère est tendue. Et on va marguer ce principe de décret de 89, auquel je rétorque qu'il existe, en cette année de 1793, un décret absolument dramatique. Et on peut considérer à partir de cela, où l'État a organisé cette casse et ce vandalisme des tombeaux royaux, que l'objet a été volontairement abandonné. La deuxième question à laquelle je m'attends concerne Alexandre le Noir. Alexandre le Noir, ce révolutionnaire plus éclairé, est là au moment des casses révolutionnaires. Il va rester presque toute la période de destruction. Il essaie, tant bien que mal, de sauver ce qu'il peut. Et cela au péril de sa vie. Il reçoit un coup de baïonnette. Mais dans les charrettes, il récolte 2 ou 3 morceaux du tombeau de Charles V. Les conservateurs vont m'affirmer que le morceau que je présente viendrait peut-être d'un inventaire de Lenoir. Or, il n'existe aucun texte. Et le soir même, je vais pouvoir repartir tranquille avec mon élément. Je sais que je pourrai aller à la vente. L'objet revendiqué a été considéré comme aliéné volontairement. C'est un objet abandonné, il appartient à celui qui l'a trouvé. Et deuxième point, il ne peut pas figurer dans l'inventaire de Lenoir. 3 jours avant la vente, je suis convoqué une deuxième fois au Louvre. Mais cela pour une autre raison. J'attends le refus d'exportation de mon objet, mais surtout le classement comme trésor national. La commission des 11 membres vote à l'unanimité le classement, considérant la patrimonialité de l'objet, considérer que c'est un objet essentiel pour l'histoire des tombeaux royaux et de l'art funéraire français. Je recevrai
la notification d'un arrêté ministériel bien après la vente. Mais le jour de la vente, j'annonce aux acheteurs présents, étrangers, anglais, américains, belges, qu'il est impossible pour eux de participer aux enchères. Finalement, c'est le Louvre qui l'emporte pour une somme de 320 000 euros. C'est grâce à mon opiniâtreté, à mon engagement durant toutes ces semaines que j'aurais mené à bien ce combat. Et c'est aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, que je peux encore venir admirer l'élément posé sur une plaque de marbre dans l'aile Richelieu du Louvre.